Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 18 juin 2022. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat et ex-officier des Forces armées, fonctionnaire fédéral, double médaillé du gouverneur général. J'ai une formation en philosophie, un bac, une maîtrise, une scolarité de doctorat, de même qu'un bac et une maîtrise en droit et une double maîtrise à l'Université de Georgetown en sécurité nationale. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat, puisque je suis avocat, ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Il s'agit donc d'une action bénévole. Maintenant, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'invasion chinoise ou l'invasion de la Chine. Au cours des derniers jours, on a beaucoup entendu parler de l'Ukraine. Moi, je vais vous parler encore une fois de la Chine pour des raisons tout à fait évidentes, puisqu'il semble y avoir une coordination entre la Chine, dis-je, et la Russie. Et lorsque je parle de l'invasion chinoise, comprenez-moi bien, je parle de l'invasion du cyberespace. N'est-ce pas? Pendant que les Russes attaquent sur le sol, les Chinois attaquent dans le cyberespace. Et la démonstration de cela ne sera pas très compliquée, mais cette vidéo va être beaucoup plus longue parce qu'en même temps, c'est si vous voulez, une reconnaissance du travail effectué par le FBI et pour aussi confirmer les déclarations récentes du directeur Christopher Wray au sujet de la Chine comme étant une menace à la sécurité nationale des États-Unis et du monde. Voilà. Le premier document auquel je vais faire référence, en fait le seul document auquel je vais faire référence pour cette vidéo, est un document que vous pouvez obtenir facilement sur Internet et qui s'intitule Information about the Department of Justice China Initiative and Compilation of China-related prosecution since 2018. OK, je vais rendre le document disponible en bas de l'écran sous forme de lien. Je vais vous lire quelques extraits intéressants. Le document date du 19 novembre 2021. Je vais vous lire quelques grandes lignes qui sont en fait les conclusions. Ouvrez les guillemets. It concluded, among other things, that a combination of China's practices are unreasonable, including its outbound investment policies and sponsorship of unauthorized computer intrusions, and that a range of tools may be appropriate to address these serious matters. Un autre court extrait. As China economic aggression threatens the technologies and intellectual property of the United States and the world. Je continue. In addition to identifying and prosecuting those engaged in trade secret theft, hacking, and economic espionage, the initiative focuses on protecting our critical infrastructure against external threats through foreign direct investment and supply chain compromises, as well as combating covert effort to influence the American public and policymakers without proper transparency. Le document, c'est un document de 12 pages qui comporte environ 7 dossiers criminels d'accusation, de procès, de condamnation ou encore de règlement visant ou impliquant des citoyens chinois ou américains impliqués avec la Chine, ainsi de suite, entre la période
pour être clair ici, là, attendez un instant, entre 2018 et 2021. Voilà. Je n'ai pas l'intention de vous faire la lecture de toutes ces accusations ou dossiers criminels. Il y en a 12 pages et 7 par page en moyenne. Bon. Je vais vous donner quelques exemples ici. Un dossier du 17 mai 2019. On parle ici, former CIA officer sentenced to prison for espionnage pour la Chine. Du 2 juillet 2019, electrical engineer convict of conspiring to illegal export to China semiconductors chips with missile guidance application. 2 juillet 2019. 24 septembre 2019. Former intelligence officer convicted of attempted espionage sentenced to 10 years to federal prison. Donc, vous avez même ici là, des citoyens américains qui se sont fait corrompre, des gens du renseignement, et qui aujourd'hui purgent de longues sentences de prison pour avoir collaboré avec la Chine, pour avoir trahi leur pays. Voilà, un autre dossier du 22 novembre 2019. Former CIA officer sentenced for conspiracy to commit espionnage. 19 ans de prison. 14 novembre 2019. Two former executives of the China subsidiary of a multi-level marketing company charged for shame to pay foreign bribes and circumvent internal accounting controls. C'est un dossier un peu plus technique qui fait référence au Foreign Corrupt Practices Act, qui est de la matière que j'enseigne à l'université, soit dit en passant. Bon. Ici, 13 février 2020, Chinese Telecommunication Conglomerate, Huawei, je le prononce mal, Huawei, and subsidiary charged in racketeering, conspiracy, and conspiracy to steal trade secret. 10 février 2020, Chinese military personnel charged with computer fraud, economic espionage, wire fraud for hacking into credit reporting agency Equifax. 27 février 2020, Chinese national sentenced for stealing trade secrets worth $1 billion. Assez impressionnant ici. 17 mars 2020, Hayward resident sentenced to 4 years for acting as an agent of the People's Republic of China. Bon, écoutez, il y en a ici. Ah oui. 9 juin 2020, Harvard University professor indicted for false statement charges. Il avait reçu une subvention de l'université de Yuan. « 24 août 2020, NASA researcher arrested for false statement and wire fraud in relation to China's talent program. « 21 septembre 2020, New York City Police Department officer charged for acting as an illegal agent of the People's Republic of China. MIT, 20 janvier 2021, MIT professor indicted on charges related to grant fraud au profit de la République populaire de Chine. Écoutez, il y en a comme ça, là, des pages pleines. Il y en a 12 pages et ça continue.
Et je voulais simplement rendre hommage au formidable travail du FBI sur le territoire des États-Unis. Je dis bien sur le territoire des États-Unis. Parce qu'ici, au Canada, à part le couple qui a réussi à infiltrer le laboratoire de virologie du gouvernement fédéral et qui s'est enfui en douce et qui aurait un lien avec la COVID. Et il y a aussi le cas de cet ingénieur chinois de l'Agence spatiale canadienne à Montréal. On a peu de détails. Ces cas ont été publicisés à peine. Et je sais que les conservateurs, à l'heure actuelle, tentent d'amener une enquête sur ces cas. Il y a aussi une liste de List of alleged Chinese spy cases persecuted in the United States. Ici, il y a un document que je vais rendre aussi disponible en bas de l'écran et qui va être disponible sur YouTube et qui fait état, enfin qui nous montre, qui identifie des personnes de nationalité chinoise incarcérées aux États-Unis pour de l'espionnage. Évidemment, au Canada, il n'y a à peu près rien de tout ça qui se fait, c'est bien dommage, c'est très limité, mais pour moi, c'est important de rendre hommage et de reconnaître le travail du FBI sur le territoire américain et en particulier la contribution de son directeur Christopher Wray, mais aussi de la CIA avec William Burns qui a identifié la Chine comme étant la plus grave menace à la sécurité nationale des États-Unis, mais aussi on peut penser l'élargir à ce qu'on appelle le Five Eyes, c'est-à-dire ce regroupement des pays anglo-saxons que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada, bien entendu. Donc, voilà. Et l'Australie, c'est ça. Donc, voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais faire une espèce de bilan de la COVID, un bilan, je vous dirais, en rétroaction, rétroactivement, puisque la crise semble s'estomper ou qu'elle est pratiquement terminée ou que l'état d'urgence, on a mis fin à l'état d'urgence un peu partout sur la planète. Au Québec, c'est un peu particulier parce qu'au fond, les moyens, les mesures sanitaires vont être encore là, du moins en puissance, disponibles jusqu'au 31 décembre de cette année, ce qui est exceptionnel, ce qui est absolument illégal quant à moi, mais enfin. Mais en principe, l'état d'urgence est terminé, mais pas les moyens, pas les mesures sanitaires. Voilà. Mais ça, je vais y revenir là-dessus parce que ça va faire partie de cette vidéo qui va être particulièrement longue aujourd'hui, peut-être 1 heure et 1h15. Bon. D'abord, je voudrais vous parler d'une hypothèse sur laquelle je travaille depuis finalement le 13 mars 2020, qui était aussi la journée, ou enfin la dernière journée, le dernier cours que j'ai donné à l'université, et ça tombait pile avec la déclaration de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé et par conséquent le Québec et le Canada. La grande question que je me suis posée depuis le début, à partir des 3 hypothèses. Premièrement, quelle est la cause de la COVID? Et là, on va y arriver. Eh bien, au laboratoire de Wuhan, en Chine, on remonte à la Chine encore une fois. La Chine, qui est en mission très active d'espionnage à grandeur de la planète, mais qui fait face à une opposition très forte aux États-Unis du FBI, ce que je viens de vous démontrer, à aucune opposition ou presque au Canada et en Europe, eh bien, en raison du marché, pour des raisons commerciales, etc.
Eh bien, il y a trois causes que j'avais élaborées dans une vidéo précédente. La première cause, bien entendu, c'est ce que je pourrais appeler la cause du ridicule, les chauves-souris, les pangolins, etc. Bon, là-dessus, évidemment, la Chine, dans aucune de ses hypothèses, n'a collaboré. Elle a même expulsé des journalistes qui posaient trop de questions, là. Des journalistes, entre autres, du Washington Post, du New York Times, qui ont été obligés, des journalistes de gauche, là, à qui on a montré la porte, là. Eh bien, cette cause officielle du gouvernement japonais, du Parti communiste, alléguée par le Parti communiste chinois, n'a pas tenu la route très très longtemps et finalement plus personne n'y croit. Bon, donc ça on l'oublie. La deuxième cause possible, une fuite accidentelle. Bon, là, à ce moment-là, le problème, c'est qu'il y a eu une sonneuse d'alarme aux États-Unis qui a trouvé refuge et qui confirme cette hypothèse d'une fuite accidentelle. Mais en même temps, elle allègue que c'est une fuite orchestrée. Bon, à partir d'un virus fabriqué, donc un virus militaire. Bon. Évidemment, cette personne bénéficie d'une protection aux États-Unis. C'est une femme de science chinoise qui travaillait au laboratoire de Wuhan, qui s'est réfugiée aux États-Unis. On en a beaucoup parlé à Fox, rien à CNN, bien entendu. Et ce qui m'amène à la troisième hypothèse, à savoir, qui est confirmée d'une certaine manière par la sonneuse d'alarme, si vous voulez, la whistleblower, eh bien, c'est que c'est un virus militaire qu'on a intentionnellement répandu dans le but de créer une panique, de causer des dommages économiques et de démoraliser la population. Autrement dit, la COVID serait une opération militaire de A à Z. Et rétroactivement, lorsque je regarde les faits, j'ai tendance à croire dans cette troisième hypothèse qui est en partie confirmée par la sonneuse d'alerte ou d'alarme qui s'est réfugiée aux États-Unis. Évidemment que le gouvernement chinois est tout à fait en colère en raison de cette hypothèse, n'est-ce pas? Et ne collabore pas du tout avec l'OMS, les autorités internationales, les autorités américaines. Et Biden n'insiste pas du tout, évidemment. Il veut éviter de créer des tensions, des frictions avec le gouvernement chinois. Maintenant, il faut comprendre que une fois que le virus est répandu et qu'il cause des dommages, et qui est un virus réel, qui provoque en quelque sorte des malaises certains, et qui force les pays à adopter des mesures sanitaires fortes telles que le port du masque, le confinement, la distanciation, mais surtout le vaccin. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre le vaccin et un virus militaire chinois? Elle est là la question. Parce que en fait, le lien n'est pas apparent. Sauf que si vous décidez, sauf que les grandes sociétés ont décidé d'intervenir, les big pharma comme on les appelle, et de mettre à la disposition de la population des vaccins. Il y a une société, entre autres Pfizer, qui a été très efficace, mais qui possède une posture judiciaire extrêmement douteuse. C'est une société multinationale qui est souvent devant les tribunaux pour défendre ses pratiques, défendre ses produits, etc. Donc, c'est une société qui a quand même réussi à influencer les gouvernements à obtenir de gros contrats. Et ces gros contrats pourraient devoir éventuellement faire l'objet d'un examen très sérieux par des vérificateurs comptables, des vérificateurs scientifiques, etc., que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, voire même au Québec. Bon. Mais voilà. Donc, cette politique de vaccination excluait complètement la médication. C'est-à-dire qu'il n'était pas question, n'est-ce pas, qu'il y ait de la concurrence
à la vaccination mondiale, ce qui était, n'est-ce pas, proclamé par l'OMS et qui était adopté, la position adoptée par nos gouvernements, à savoir de vacciner tout le monde. On ne peut le faire de force, en raison, évidemment, des droits, des chartes, Bill of Rights aux États-Unis, charte canadienne, charte québécoise. Ça posait un certain nombre de problèmes. Donc, les médias ont aidé les gouvernements à pousser les campagnes de vaccination et à faire littéralement de la propagande, entre guillemets, haineuse à l'égard des personnes qui refusaient le vaccin. Au Québec, le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées est ridiculement bas. Enfin, on parle ici de 500 000, ce que j'ai cru voir dans les médias. Mais 90% et plus de la population est vaccinée. C'est ce qu'on voit de manière rétroactive, là, qu'ici, ça a été un grand succès. Maintenant, quel est le lien entre les campagnes de vaccination comme telles et le fait que ce soit un virus militaire? Eh bien, c'est l'aspect de la soumission. Le vaccin, en quelque sorte, confirme ou vient, ou voulait renforcer cette idée d'une personne qui accepte de recevoir de manière irréversible, parce qu'on peut pas retirer le vaccin, un vaccin dont les effets à moyen et à long terme ne sont pas connus ni documentés. C'est ce que le Dr Weiss, le célèbre Dr Weiss au Québec, a dit à plusieurs occasions. Il n'y a pas d'études sur les effets à moyen ou à long terme de l'ARN messager qui est tout nouveau, là. C'est un nouveau procédé. Et si une personne accepte de recevoir de manière irréversible un vaccin dont on ne connaît pas les effets à moyen et à long terme, ça vous donne une idée du degré d'obéissance ou de soumission à l'égard de l'État, à l'égard du premier ministre sur un territoire donné, ou de l'autorité en général sur le territoire donné. On sait que ce ne sera pas le cas aux États-Unis, ni dans les pays scandinaves, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, il va y avoir de la résistance. Mais ici au Québec, c'est vraiment l'aplaventrisme presque total, l'obéissance. Donc, il faut comprendre que pour les autorités militaires chinoises, une population docile, c'est le pactole. Le pactole social, politique et militaire, c'est la situation idéale pour s'implanter dans son cyberespace et finalement de prendre le contrôle de l'information pour éventuellement aller ailleurs, là où il y a des problèmes, là où la Chine est moins bien reçue. Et ça s'appelle les États-Unis. Donc, ça prenait une base dans le cyberespace à partir d'un gouvernement et d'une population docile, pour ne pas dire muselée, muette, lobotomisée, et qu'on peut contrôler facilement. Donc, c'est certain que pour la Chine, c'est une révélation. Et en même temps, ça conforte nos oligarques locaux qui ont investi beaucoup d'argent en Chine, ou même les oligarques canadiens ou américains, puisque la Constitution de la République populaire de la Chine a été amendée en 2004, en quelque sorte, pour prévoir la propriété privée des moyens de production. Donc, autrement dit, une entreprise canadienne peut se acheter littéralement à la bourse de Shanghai ou autrement, de gré à gré, une entreprise chinoise et fait de business en Chine, premièrement. Deuxième amendement important, les investissements étrangers sont permis. Donc, propriété privée des moyens de production, investissement étranger permis. Et finalement, la productivité, la norme de productivité, la productivité des travailleurs devient une norme nationale. Donc, il n'est pas question d'avoir des grèves, des ralentissements de travail, etc., etc. Voilà. Et finalement, la cerise sur le sundae, la peine de mort pour les opposants politiques et en fait tous ceux qui ne se conforment pas à la doctrine d'État et aux lois chinoises. Donc, vraiment, c'est une dictature absolue, pas de grève, peine de mort. Voilà. On comprend que nos oligarques, très connus, on n'a pas besoin de les nommer, ils se connaissent, ont investi beaucoup d'argent en Chine. Là-bas, ils ont la paix. Hein? Il n'y a pas de FTQ, CSN, il n'y en a pas de ça. Il y a Xi Jinping, le Parti communiste, leur bureau, le Politburo, puis les services de renseignement chinois, la sécurité de l'État. C'est eux autres qui mènent. Voilà. Donc, on peut comprendre que pour la Chine, la soumission du Québec, c'est un cadeau. C'est comme si le Québec était devenu une province de Chine. C'est aussi simple que ça. Écoutez, c'est pas compliqué.
le niveau de soumission, d'acceptation du vaccin, même si les Chinois n'ont pas fabriqué le vaccin, c'est Pfizer, Moderna, c'est pas important. L'important, c'est que vous avez affaire à des personnes qui acceptent de recevoir dans leur corps un corps étranger de manière irréversible, on ne peut pas le retirer, hein, et dont les effets à moyen et long terme ne sont pas connus. Donc, si une personne est assez lobotomisée pour accepter ça, une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, bien, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec. Elle devient littéralement un boulon dans une chaîne économique. Voilà. Et ça, à l'exclusion des médicaments, n'est-ce pas? Didier Raoult, les médicaments, on oublie ça, ça ne fonctionne pas, il y a seulement le vaccin. Bon. Évidemment, je ne questionne pas ici l'efficacité du vaccin. Est-ce qu'il est efficace, pas efficace, je ne suis pas un scientifique. Ce que je sais, c'est qu'on ne connaît pas les effets à moyen et long terme et que c'est irréversible. Bon. Évidemment, l'État, avec des médias complices, vont réussir ce coup de force absolument fantastique. Et en même temps, ça leur permet de mettre de côté le scandale potentiel, parce que c'est pas encore un scandale, les 5060 personnes décédées dans les CHSLD, le dossier de Aaron, n'est-ce pas? Il y a eu 4 rapports qui ont été produits, un par Mme Castonguay, une autre par la protectrice du citoyen, Mme Castonguay, ça c'est le ministère de la Santé, et l'autre, la protectrice du citoyen, et finalement la coroner Camella, il m'en manque un, j'ai perdu le compte. Mais tout ça pour vous dire que ça va être 4 rapports tablettés et qui permettent à Legault de se faire réélire et finalement de se rendre jusqu'en 2030, ce que j'avais annoncé d'ailleurs dans ma vidéo sur la méthode Legault, le noyau dur. J'en ai fait une vidéo qui s'appelle le noyau dur ici au Québec, qui est vraiment devenu une province de Chine. Il faut comprendre que depuis les 2 dernières années, une grande partie de l'économie québécoise, des PME, s'est effondrée, ce qui a amené des suicides, des faillites, une problématique de santé mentale majeure, une démoralisation de la population, donc effondrement économique, santé mentale. Et là, le gouvernement fédéral a créé des programmes, a imprimé beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dont les gens ont profité sans réaliser que imprimer de la devise entraîne sa dilution et sa dévaluation par rapport à d'autres devises et que finalement la santé mentale et l'effondrement économique vont de pair et sont en proportion un par rapport à l'autre. Évidemment, on célèbre aussi l'exclusion des non-vaccinés. Et dans le cadre du programme de Legault avec l'arrachement du crucifix, l'exclusion des croyants, des anglophones avec la loi sur la laïcité, l'exclusion des croyants, l'exclusion des anglophones avec la réforme de la loi 101, l'exclusion des non-vaccinés, l'exclusion des pro-vie. Voilà. Donc, ça fait pas mal d'exclusions. Là, on a affaire à un gouvernement autoritaire qui procède par exclusion et qui vient en quelque sorte à renforcer une perspective pro-chinoise carrément avec la vaccination qui est la réponse de la COVID, qui est la réponse, si vous voulez, à l'infiltration chinoise. Maintenant, tout ça nous mène finalement à une informatisation majeure qui va s'appeler le passeport vaccinal, la fameuse code QR, et qui va faire en sorte que 90% de la population maintenant va pouvoir être repérée. Et ce qui va être la porte d'entrée de ce qu'on va appeler le portefeuille numérique, qui, lui, va permettre au gouvernement d'avoir accès à l'information médicale, fiscale, administrative, votre permis de conduire, évidemment avec l'état de votre de vaccination. Évidemment, tout ça nécessite, dans le cyberespace québécois, qui a été identifié par la Chine et dont la population, finalement, est la principale utilisatrice, eh bien,
il faut, en quelque sorte, augmenter la capacité du cyberespace, et pour ça, bien sûr, c'est la 5G, ce qui implique le déploiement de capteurs, puisque la différence du point de vue de l'électronique, du point de vue du hardware, est très importante. Donc, on installe des capteurs, le hardware, pour permettre au software, c'est-à-dire à toute ce volume impressionnant d'informations qui va circuler dans le cyberespace, n'est-ce pas? Informations, comme je vous le disais, médicales, fiscales, administratives, pénales, criminelles. Écoutez, on vit dans le monde de la numérisation, ce qui va permettre d'introduire le passeport, je dirais le portefeuille numérique qui va faire suite au passeport vaccinal. Le passeport vaccinal étant le préambule vers le portefeuille numérique. Et là, on s'aperçoit que c'est une immense machine d'électrons, si vous voulez, euh, qui est au service de l'État et qui va permettre d'introduire le crédit social et la reconnaissance faciale. N'est-ce pas? Le crédit social qui permet d'évaluer, de donner des points, un peu comme en Chine, selon les comportements qui sont adoptés. Il faut comprendre que tout ça, bien entendu, fait que le Québec devient, comme pour la Chine, une zone expérimentale, avec une population, je vous l'ai dit, la docilité. La docilité et l'obéissance, en passant, ce ne sont pas des vertus chrétiennes. Hein, ça. Là, il faut comprendre que les vertus chrétiennes, là, saint Thomas d'Aquin les a bien identifiées, c'est la foi, l'espérance, la charité. Et les vertus cardinales, la force, la prudence, la justice et la tempérance. Donc, c'est autre chose. L'obéissance, la soumission, ce sont des vertus militaires, n'est-ce pas? On obéit à son commandant, on obéit à son chef. Donc, dans une société structurée, en fonction d'une hiérarchie sociale établie sur la base de la richesse, de la possession de la richesse. On a un premier ministre qui est comptable, un ministre de la Santé qui est comptable. Donc, c'est l'argent qui est le paramètre qui détermine tout. Eh bien, dans ce genre de société, les gens qui sont à la base, on s'attend à eux à une soumission au capital important, autrement dit, en fonction de la possession d'actifs et, si vous voulez, d'autres facteurs, mais liés à une hiérarchie stricte qui commande la soumission. Évidemment, si le Québec, dans le cyberespace, est devenu un terrain d'entraînement pour la Chine, quelle est la cible? Quel est l'objectif? Eh bien, c'est tout simple. En matière de renseignement, il y a deux façons de faire du renseignement. L'intelligence humaine et le signal. Ce qu'on appelle Human Intelligence, Humantel ou Signal, c'est-à-dire Signal Intelligence. Signal, Sig, Int, Signet. Human, Human Intelligence or Signal Intelligence. On sait que dans le monde de la Human Intelligence, la Chine, c'est un échec. Ça ne fonctionne pas. Là, à l'heure actuelle, tous les voyants sont au rouge aux États-Unis. Tous les citoyens chinois qui cherchent à entrer dans le réseau universitaire, dans le complexe militaro-industriel, dans le complexe industriel, dans le complexe pharmaceutique, partout où il se fait de la recherche aux États-Unis, les voyants sont au rouge. Quand on voit une personne avec la nationalité chinoise, c'est danger. Donc, la Chine ne peut plus compter sur le renseignement humain, puisqu'il y a presque un état de guerre, de cyber-guerre, n'est-ce pas? Et de, comment dire, de surveillance des voyageurs, des visiteurs ou des demandeurs de visa chinois pour les États-Unis. Donc, on peut vraiment dire que du côté américain, là, la Chine, là, ça ne fonctionne pas. Par contre, du côté canadien, ben, c'est un vaste succès. Justin Trudeau, François Legault, c'est des gens très dociles qui ont maté leur population, et surtout au Québec, là, moins dans le reste du Canada. Il y a de la résistance dans le reste du Canada. Là, on le voit avec la popularité de Pierre Poilievre et même de Jean Charest, jusqu'à un certain point. Là,
les conservateurs ont le vent dans les voiles, tant au niveau du financement que de l'attrait à proprement parler. Là, il y a un phénomène intéressant qui se passe. Mais du côté de Justin Trudeau, il est clair que c'est un collabo du régime chinois. Il a dit lui-même qu'il admirait ce régime qui peut prendre des décisions et finalement se virer sur un dixaine. Hein? Turn on a dime, comme il a dit là, lors d'une conférence de presse. Eh bien, il est clair qu'on a affaire, et il y a eu des exemples de collaboration, même dans le domaine militaire, entre le Canada et le gouvernement chinois, où l'armée chinoise a pu se livrer à des exercices en territoire canadien, ce qui est un non-sens. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'éventuelle invasion de l'Ukraine, de quel côté la Chine se place, même si elle ne le dit pas officiellement. N'est-ce pas? Et la Chine a, avec la Russie, des alliances de collaboration militaire. Ils ont participé ensemble à des exercices conjoints avant l'invasion de l'Ukraine, des exercices militaires conjoints russes et chinois. Donc, aller penser que la Chine s'oppose à l'invasion en Irak, il faut être vraiment stupide pour penser ça. Et il faut être encore plus stupide pour penser que finalement les Russes n'ont pas d'appui. Ils ont l'appui de la Corée du Nord, ils ont l'appui du Pakistan et de nombreux pays musulmans, même chose en Afrique, même chose en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc, le portrait est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais simplement pour revenir à la COVID et au Québec, c'est simplement pour vous dire que la Chine se sent très solide, se sent bien appuyée ici au Québec en ce qui concerne le cyberespace. Évidemment, il y a une question technique que je me pose, n'étant pas informaticien ni ingénieur en électronique, c'est que la société Huawei a été bannie du Canada parce qu'elle a été bannie du Five Eyes, n'est-ce pas, les États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas, le Canada et les États-Unis. Huawei a été banni maintenant. Maintenant, la 5G de Huawei est bannie. Sauf qu'il y a des sociétés qui disent avoir acquis la 5G. Bon. Bell, Rogers, Vidéotron. Bon. On sait qu'au départ, la Chine a obtenu son 5G par de l'espionnage industriel et une société, entre autres, une société américaine, Cisco, aurait été ciblée par des opérations d'espionnage. La question, évidemment, que l'on se pose, c'est la question que je me pose et qui, en fait, m'interpelle, est la suivante. Si une société acquiert la 5G, et décide en quelque sorte de créer sa propre 5G, est-ce que le simple fait que ce soit une 5G n'expose pas à un risque supplémentaire puisque la 5G a été au départ identifiée à Huawei? En d'autres termes, est-ce que les Chinois n'ont pas confectionné des algorithmes d'espionnage qui leur permettraient en quelque sorte de pénétrer la 5G de Vidéotron, Rogers, Bell? Et pour moi, c'est une question technique et qui m'interpelle. Finalement, la 5G, est-ce que la 5G est une création chinoise ou c'est une création chinoise mais à partir de technologies américaines qui auraient été volées à des sociétés par le biais d'opérations d'espionnage dans le cyberespace? C'est ça la grande question. Parce que de toute façon, à partir du moment où le hardware est installé, que les capteurs sont installés, et que la 5G circule, que ce soit la 5G de Rogers, Bell ou Vidéotron ou Cisco, whatever, est-ce que finalement Huawei n'a pas une porte d'entrée et peut arriver finalement à capter, à s'infiltrer
en utilisant les capteurs, à s'infiltrer dans le réseau pour aller chercher de l'information. Et là, on pense ici à l'information stratégique du complexe militaro-militaire industriel, le complexe militaro-industriel américain. Là, à ce moment-là, la question devient extrêmement troublante. À partir du moment où on a le même système de capteurs d'un côté comme de l'autre de la frontière, et que ici, on a affaire finalement il n'y aura pas de dénonciation, n'est-ce pas? Parce qu'on est une population docile, hein, on est docile, on l'a prouvé, on est tous vaccinés, ou presque. Donc, cette docilité fait en fait de nous, en quelque sorte, des complices de la Chine si jamais les Chinois décidaient d'infiltrer le complexe militaro-industriel américain en se servant de la 5G. Et on sait que la 5G, les capteurs 5G ont commencé à être implantés aux États-Unis. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train, dans le monde du cyberespace, dans le monde du signal intelligent, je me pose la question s'il n'y a pas, si vous voulez, une craque, une fissure importante dont les Chinois pourraient profiter pour pénétrer le complexe militaro-industriel américain et la défense américaine et la défense de NORAD. Voilà. Et enfin, cette question-là m'interpelle. Mais j'ai pas les connaissances techniques, mais pour moi, il est très clair que la Chine dispose d'un avantage stratégique à partir du Canada, à partir du Québec en particulier. Et c'est ça qui m'interpelle. Qui m'interpelle. Et enfin, je termine cette vidéo sur une question, sur cette question fondamentale, d'après moi, là. Euh, le fait d'avoir accepté l'implantation des capteurs, de commencer la diffusion à partir de 5G, la 5G, dans un but innocent, si vous voulez, pour favoriser l'implantation du passeport numérique, du crédit social, la reconnaissance faciale, etc., comme des gadgets là, qui ont de l'air en apparence tout à fait innocents. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un impératif géostratégique beaucoup plus important, étant donné qu'on sait que la Chine, et ça je l'ai démontré, a essayé, en se servant d'espions humains, human intelligence, a essayé d'infiltrer le complexe, différents complexes industriels aux États-Unis, le milieu académique, le milieu de la recherche. Évidemment, ils se sont fait coincer, tous les voyants sont au rouge en ce qui concerne l'intelligence humaine. Mais dans le domaine de l'intelligence de signal, des signaux, SIGINT, euh, est-ce qu'ils ont lâché prise? Sur le plan humain, je pense qu'ils ont lâché prise. Là, présentement, il y a des gens qui se mettent à table dans les prisons fédérales américaines et qui dénoncent. Donc, c'est clair que le FBI, présentement, a un effet de levier, a des longueurs d'avance pour ce qui est de l'intelligence humaine. Et tous les nouveaux citoyens chinois qui font des demandes de visa pour travailler aux États-Unis ou pour étudier ou peu importe, eh bien, font l'objet d'un refus ou bien non font l'objet d'une surveillance spéciale. Bon. Mais en ce qui concerne les signaux dans le cyberespace, ça m'apparaît compliqué, mais en même temps, les sociétés canadiennes et américaines qui acceptent la 5G, ces sociétés ne contribuent-elles pas à l'augmentation du risque d'infiltration par la Chine, du fait que la Chine, finalement, en matière d'algorithmes pour la 5G, sera à un niveau plus avancé. Autrement dit, la Chine aurait comme quelques longueurs d'avance, voire même un effet de levier par rapport à la 5G. C'est la question que je me pose. Je n'ai pas les compétences, mais à regarder la façon dont ils se sont comportés dans le domaine du renseignement humain, j'ai toutes les raisons au monde d'être inquiet de l'utilisation qu'ils vont faire du cyberespace québécois et canadien, comme, si vous voulez, comme une sorte d'avant-garde, un poste d'avant-garde cybernétique
dans le cyberespace global de l'Amérique du Nord, ce qui comprend les États-Unis, ce qui comprend la défense américaine, etc. Donc, il y a beaucoup de questions sans réponse. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Et il y aura probablement d'autres vidéos sur des sujets connexes à venir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne et belle journée et un bon week-end et à la prochaine.